Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour cette nouvelle conférence. J'espère que vous passez une très très chouette journée et que vous apprenez plein de choses. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cindy Ronsou, Fans Sanseo. Moi, je suis Isa Defay. On va vous parler d'inbound marketing, c'est un peu le sujet de la journée. L'idée, c'est de vous partager notre retour d'expérience en tant qu'inbound marketeuse, de vous faire part de notre parcours, ce qu'on a appris et de vous délivrer quelques conseils qu'on peut vous donner à différentes étapes en fait, par rapport à la façon dont on a, nous, implémenté des démarches inbound marketing. Donc moi, je suis Isa Defay, je suis responsable de l'agence Winbound à Paris. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que j'accompagne des entreprises dans le déploiement de stratégies digitales et notamment inbound marketing, mais aussi social selling ou employee advocacy, avec de l'accompagnement de structures de différentes tailles et surtout de différents secteurs d'activité, principalement en B2B, mais avec toujours cette volonté de partage d'expertise et de génération de leads via l'inbound. Je laisse la parole à Fans pour se présenter également. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, je m'appelle Fans Sanseo et je suis inbound marketer de l'agence Winbound à Rennes. Donc, j'accompagne les entreprises dans la mise en place de leur stratégie inbound marketing et notamment les grands comptes. Bonjour à tous, je suis Cindy Ronsou, je suis responsable de groupe des inbound marketers chez Winbound. Moi, j'ai rejoint l'agence il y a 3 ans maintenant, après une longue expérience en marketing B2B dans laquelle j'ai essayé d'implanter l'inbound marketing. Voilà, donc on accompagne effectivement des clients en B2B sur leur stratégie inbound marketing. Et puis accessoirement aussi, on organise Inbound Marketing France tous les ans fin janvier. Donc merci encore une fois d'être présent. Ok, alors pour commencer, moi je vous propose un petit retour en arrière, un petit retour de quelques années en 2008. Pourquoi 2008 ? Parce qu'en 2008, en fait, je suis tombée dans les pommes. Et c'est en tombant dans les pommes que j'ai découvert l'inbound marketing. D'ailleurs, vous vous êtes déjà demandé pourquoi on disait de tomber dans les pommes ? Vous savez d'où vient l'expression ? En fait, il y a 2 versions. Il y en a une qui est, ça vient de l'expression tomber en pamoison et le terme PAM, tomber dans les pommes, a été transformé en pomme. Et il y a une autre version qui est liée à George Sand, qui aurait écrit dans une de ses lettres qu'elle était tombée dans les pommes cuites, parce qu'à l'époque, au théâtre, on ne jetait pas des tomates parce que c'était beaucoup trop luxueux, on jetait des pommes cuites. Et on avait gardé la version tombée dans les pommes. Donc j'espère que vous ne nous jetterez pas trop de pommes cuites aujourd'hui. Mais en fait, je suis tombée dans les pommes, mais littéralement. C'est-à-dire qu'en 2008, je débutais une nouvelle aventure professionnelle. Et la marque de cosmétiques biologiques que j'allais accompagner pendant quelques années utilisait et valorisait les actifs de fruits et notamment les polyphénols de pommes de variétés anciennes et notamment bretonnes. La volonté de la fondatrice, c'était de valoriser le patrimoine végétal français. Et sa volonté, c'était aussi que ce soit la base de toute la communication et de tout le marketing qu'on allait mettre en place ensemble. Elle avait entendu parler d'une démarche liée au contenu et son souhait, c'était vraiment de communiquer différemment. La volonté, c'était aussi que la marque soit référencée par des distributeurs en distribution exclusive, donc d'être repérée par les professionnels. Et pour ça, on souhaitait que ce soit le contenu qui soit au cœur de la stratégie de communication, de façon à ce qu'on partage notre expertise et qu'on soit repéré par des professionnels du secteur. Tout ça, c'était bien beau sur le papier, mais ça faisait quand même 2 défis à relever avec 2 petits bras. Le premier objectif, ça avait été de mettre en place des mini-sites qui puissent être porteurs justement de la valeur ajoutée et de l'expertise qu'on pouvait partager. Donc un sur les actifs de fruits principalement, un qui était sur le patrimoine végétal français et un autre qui était sur l'histoire de la pomologie. Parce que moi, quand je dis que je suis tombée dans les pommes, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait tout un univers lié aux fruits, avec notamment des vergers conservatoires, avec des associations de croqueurs de pommes et autres réjouissances. L'autre objectif, c'était d'arriver aussi à se faire connaître des blogueuses. Remettez-vous dans le contexte de 2008, les blogueuses n'ont pas l'influence qu'on leur connaît aujourd'hui.
Pour autant, elle commence effectivement à avoir une prise de parole, un positionnement, et la volonté, c'était qu'elle nous repère comme étant une des marques de l'écosystème qu'elle pouvait, elle aussi, promouvoir. L'autre contexte intéressant de l'époque, c'est que l'inbound marketing, on est un peu des Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on en fait sans savoir que ça va devenir ce terme-là. On en est aux prémices. À l'époque, HubSpot commence à en parler, on est en 2006. Donc 2008, autant vous dire qu'au niveau du marché français, on est des poussins. On en a à peine entendu parler. C'est un nouveau métier, c'est un apprentissage plutôt en autodidacte, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'ambition, mais c'est des choses aussi à mettre en place dans un contexte qui n'est pas encore mature sur le marché français. Donc les convictions, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, donc c'est beaucoup de recherche sur du contenu de qualité pour pouvoir le partager, c'est de créer du lien et de s'intéresser aux autres. Un des enjeux, je le disais, c'était d'être repéré par les blogueuses. Typiquement, quand je dis s'intéresser aux autres, moi, je suis partie d'une idée qui était, pour qu'elles puissent nous repérer, il faut que je sois identifiée et que je m'intéresse d'abord à ce qu'elles font, elles. Donc, de manière tout à fait individuelle, je suis allée regarder chaque blog, chaque publication, chaque vidéo, pour connaître la blogueuse à laquelle j'allais m'adresser. Et ensuite, individuellement, je suis rentrée en relation avec elle pour pouvoir faire connaître la marque et partager ce qu'on pouvait apporter dans notre communication. Ça a fonctionné dans le sens où, à l'époque, il y avait un salon international à Paris qui s'appelle Cosmeeting. Et en 2010, il y a eu le premier prix qui a été remis par les blogueuses. Il y avait 30 blogueuses qui votaient. On a eu 29 voix sur 30 parce qu'effectivement, on avait pris le temps de s'intéresser à elles. Et inversement, elles nous ont accordé de l'attention aussi. On a eu un autre effet de chance, c'est qu'on avait des marraines de renom. On a par exemple Marion Cotillard qui d'elle-même a acheté les produits, les a envoyés chez la rédaction de Elle en disant « Regardez cette petite marque, c'est intéressant ce qu'ils font, etc. » Donc ça, c'était aussi un poids considérable dans le développement de la marque. Du coup, Isa, on peut dire que tu étais dans les prémices de l'inbound marketing il y a plusieurs années. Si cette expérience avait lieu aujourd'hui, est-ce que tu ferais les choses différemment par rapport à ce que tu as appris entre-temps ? Oui, clairement. Si je peux citer le grand poète Orelsan, je crois qu'il me dirait « Vous n'avez pas les bases ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré avec ce que je pouvais au départ, avec ce que je connaissais et la littérature, entre guillemets, qui était à disposition à l'époque sur l'inbound marketing. Et en gros, j'ai effectivement pas posé les bases. C'est-à-dire que les sites que j'avais faits n'étaient pas forcément optimisés au niveau technique et contenu et SEO. La connaissance des cibles, même si je m'étais intéressée aux fameuses blogueuses, je n'ai pas fait d'identification de personnages. Je suis allée de manière un peu empirique. Tout ce qui était stratégie éditoriale, j'allais un peu au petit bonheur la chance et en fonction des recherches que je faisais, je créais mes articles, mais je n'avais pas de ligne directrice avec un calendrier éditorial et quelque chose de défini à l'avance. Je n'avais pas de KPI. C'est une évidence aujourd'hui, mais je ne savais pas mesurer, je mesurais pas puisque je ne savais pas vraiment l'objectif qui était pas vraiment fixé. Donc tous ces éléments-là, d'un point de vue stratégie, mais également d'un point de vue outil. C'est-à-dire que je n'avais pas d'outil de marketing automation, je n'avais pas d'outil d'emailing et je faisais tout à la mano. Donc forcément, les moyens n'étaient pas ceux que je connais aujourd'hui. En revanche, il y a quelque chose que je ne changerai pas, c'est la curiosité et la soif d'apprendre, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours guidée. La rencontre avec cet univers-là, parce que c'est... Aujourd'hui, on est dans le bio constamment. Revenez 12 ans en arrière, ce n'était pas encore le cas, et notamment sur la cosméto bio, ce n'était pas quelque chose de très grand public. Et puis la découverte de effectivement ce marketing de permission, ce partage d'expertise et cette nouvelle façon de faire de la vente et de générer des prospects avec l'inbound marketing. Et ça a été une très très chouette découverte et finalement c'était bien de tomber dans les pommes.
Alors moi, je vais vous raconter une histoire un petit peu plus triste que celle d'Isa, donc il va être temps de sortir les Kleenex, parce que moi, je vais vous raconter comment je n'ai pas réussi à implanter l'inbound marketing dans mon entreprise. Mais j'espère que ce sera riche d'enseignements, peut-être pour des gens qui sont actuellement dans la situation que moi j'ai connue. En tout cas, moi, avec le recul, j'en ai tiré quelques leçons. Un petit peu de contexte pour justement vous expliquer comment on a réussi au final à identifier les pièges dans lesquels j'espère vous ne tomberez pas. J'étais pourtant moi dans un contexte idéal pour mettre en place l'inbound. J'étais dans une entreprise B2B industrielle, un environnement très technique avec des produits assez experts, confectionnés, conçus et produits par un bureau d'études. Il y avait un savoir-faire historique et des marchés à gros volume. C'était une entreprise qui avait plus de 55 ans d'existence, donc qui était très bien implantée. On avait des outils et des process de fabrication qui étaient à forte valeur ajoutée, un énorme parc machine et une très belle organisation sur tout le process de fabrication. Des gammes de produits larges, à la fois des produits standards qu'on pouvait retrouver aussi chez les concurrents, et puis des produits spécifiques sur lesquels on pouvait valoriser vraiment le savoir-faire de production et le process. Et une notoriété élevée qui était liée à la fois aux plusieurs années d'existence de l'entreprise et puis aussi au fait que c'était une entreprise locale, un bel employeur. Donc il y avait vraiment une belle image d'entreprise, une belle image sur les produits. Donc on était en 2015, on avait à l'époque 2 défis à relever. Le premier, c'est qu'on avait besoin de se différencier sur les produits standards. On se retrouvait, comme je vous le disais, avec des produits qui étaient assez équivalents avec ceux des concurrents. Et finalement, l'argumentaire produit n'avait plus d'effet puisqu'on était un peu sur du blanc bonnet et bonnet blanc. Chacun avait le même argumentaire, donc on ne pouvait pas se différencier sur la base de la technicité du produit. Et on avait un autre défi qui était celui de la notoriété sur les produits spécifiques. Malgré 55 ans d'existence, on avait des fois des clients qui ne savaient pas qu'on était en capacité de produire des moutons à 5 pattes, à 6 pattes, à 12 pattes, qu'on avait des bureaux d'études qui pouvaient plancher sur des projets avec des grands comptes. Donc on avait vraiment un défaut de notoriété sur cette capacité à faire du produit spécifique. Donc dans ce contexte, l'inbound marketing, c'était vraiment une évidence. Pour moi, en tout cas, personnellement, j'étais aussi à un moment où j'avais envie de donner un petit virage digital à ma carrière. Donc ce que j'ai fait, en toute autonomie, je me suis formée, j'ai passé des certifications, j'ai regardé des webinars et des webinars et des webinars. J'ai participé à des événements, même s'il n'y avait pas d'événements comme Inbound Marketing France à l'époque. Et puis, j'y suis allée un petit peu au culot et j'ai présenté un plan parfait à mon responsable. Je lui ai dit, voilà, on a deux axes d'opportunités. Déjà, des fortes opportunités sur la différenciation, parce qu'on peut faire du contenu expert. Pas du contenu de promotion du produit, puisque comme je vous disais, c'était plus nécessaire, mais on avait vraiment un boulevard pour écrire du produit sur notre parc machine, sur notre expertise, sur notre organisation, sur notre notoriété. On avait vraiment une ligne éditoriale qui aurait pu courir sur des années. Et puis on avait aussi des fortes opportunités qui étaient liées à l'essor du digital. C'est vrai qu'on a l'impression que je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a 4 ans, je ne sais pas où vous en étiez, mais moi, dans l'entreprise où j'étais, le digital, ça se résumait plutôt à avoir un site web beau, avec le logo, des images de l'entreprise, des images du dirigeant, et puis parler de nous et puis de nous. Donc on avait vraiment, une fois de plus, un boulevard pour nous déployer en termes d'opportunités de business grâce au digital. Surtout, on était dans une entreprise assez traditionnelle, donc on faisait des actions de prospection et de génération de leads assez traditionnelles. Donc on allait sur des salons, on distribuait nos petits catalogues, on avait des distributeurs chez qui on référençait nos produits, donc qui parlaient aussi de nos produits. Mais le digital n'était pas vu comme en fait une piste de génération de leads. C'était une belle vitrine qu'on se devait d'avoir parce qu'à minima, les concurrents avaient un beau site web. Attends, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tout ce que tu décris a l'air idéal, mais comment tu as réussi à te planter, quoi. Voilà, le gros flop. Le gros flop, pourtant malgré le contexte qui n'était pas tout à fait positif à un moment donné, il y avait quand même une oreille qui était attentive et compréhensive de la part de ma direction. On était à une période assez stratégique pour l'entreprise dans laquelle j'étais, une période de rachat. Donc il fallait habiller un petit peu la mariée.
Et on aurait pu monter dans le train, on aurait pu se dire, différencions-nous sur notre stratégie de marketing, allons vers le digital, vers lequel nos concurrents ne vont pas. Donc voilà, il y a quelque chose qui les a quand même interpellés dans ce que je leur ai présenté comme tableau. Et puis, comme ils étaient quand même assez intelligents, ils avaient une bonne compréhension des fondamentaux. Et ça leur paraissait évident qu'il fallait mieux s'adresser à des personas, à des cibles potentielles, en parlant leur langage, en vulgarisant sur nos produits très techniques, plutôt que de parler de soi et de ses événements et de son image de marque, etc. Ils avaient aussi une bonne compréhension de ce qu'était le référencement naturel, ce qui peut paraître étrange parce que c'était à l'époque une notion encore un peu technique. Mais ils avaient une bonne vision, effectivement, des moteurs de recherche, de l'indexation, etc. Et malgré tout, je n'ai pas réussi à implanter l'inbound marketing dans cette entreprise. Mais aujourd'hui, avec 3-4 ans de recul, j'ai quand même réussi à identifier quelques facteurs de blocage. Le premier, c'était vraiment lié au contexte autour de l'inbound marketing. Aujourd'hui, vous êtes 1000 personnes présentes à cet événement autour de l'inbound marketing. Il y a 5 ans, c'était une méthodologie encore peu répandue. On n'avait pas tout le contenu qu'on avait aujourd'hui. Il y avait des acteurs en place, mais qui n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Les gens ne prenaient pas la parole sur cette méthodologie, ou quand ils le faisaient, on était un peu en mode expert et peu accessible. Donc, évidemment, l'équipe à qui moi j'en ai parlé, ils me voyaient un peu arriver avec mes gros sabots sans savoir réellement de quoi je leur parlais. Ils avaient une vision qui n'était pas assez long terme, clairement liée au contexte de rachat dans lequel on se trouvait. Ils avaient besoin de ROI tout de suite. Et on sait que l'inbound marketing, c'est long à mettre en place, c'est long à avoir un impact. Donc, cette vision long terme, elle était compliquée pour eux. Un silotage marketing et vente, je pense que là, tout le monde se dit « Oh là là, ça c'est moi ». On avait des équipes commerciales et marketing qui ne se parlaient pas, voire qui ne s'aimaient pas, on peut le dire. Des gens en fait, qui étaient en place depuis très longtemps, des commerciaux notamment, donc qui avaient ce pouvoir, qui avaient cette connaissance technique et qui voyaient en l'inbound marketing un peu un concurrent finalement, qui allait leur piquer leur place d'experts techniques. Et puis, comme on était dans un milieu industriel, il y avait une réelle crainte de divulguer son savoir-faire. Le secret industriel, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à surpasser quand on veut mettre en place l'inbound marketing, parce que quand on leur dit qu'il va falloir écrire du contenu sur ce qui vous est le plus cher, sur ce qui finalement vous identifie le plus comme étant un acteur unique de votre marché, on se retrouve un peu face à des murs. Donc, je vais vous donner, moi, mes conseils si vous vous retrouvez dans cette situation pour ne pas vous retrouver face à des murs. Déjà, préparez votre plan de bataille. Identifiez les facteurs bloquants, que ce soit humains, organisationnels, technologiques. Identifiez-les et éliminez-les un par un. Les acteurs. Il faut vraiment que vous sachiez ce qui va, à un moment donné, vous causer problème. Si vous ne l'identifiez pas au préalable, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Préparer une communication sur le sujet qui soit pédagogique. Alors nous, on le voit bien, en agence, des fois, on a un discours qui nous paraît simple et vulgarisé, mais quand vous êtes en face d'acteurs qui n'ont pas baigné dans le sujet comme vous et qui ne savent pas de quoi vous leur parlez, ils vous regardent avec des grands yeux et vous sentez que vous les perdez. Donc vulgariser, quitte à peut-être paraître un peu simpliste. Trouver des axes d'optimisation qui appuieront la nécessité de mettre en œuvre l'inbound marketing. N'amenez pas ça comme une révolution, parce que alors là, ils vont partir en courant. Dites-leur juste que c'est complémentaire avec ce que vous faisiez déjà et que tout va bien s'imbriquer, que ça va juste vous offrir beaucoup plus d'opportunités. Et puis, une fois que vous avez bien préparé votre plan de bataille, vous êtes des bons soldats, vous passez à l'action, vous impliquez des acteurs clés, vous me trouvez dans le CODIR quelqu'un qui est à votre écoute, vous me trouvez un expert technique qui serait ravi de présenter son produit et de parler de son savoir-faire, vous me trouvez dans l'équipe commerciale, peut-être un des membres qui serait plus à l'écoute de la méthodo et que vous pourriez un peu utiliser comme un cobaye en menant des actions pilotes. Mais en gros, c'est ceux qui restent et que tu n'as pas éliminé avant, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Proposer des leviers qui ne sont pas des purs leviers inbound. On avait à l'époque un peu une sensation de purisme dans l'inbound marketing. Il fallait faire que du permissif, que du doux, que du non-intrusif. Aujourd'hui, nous, en agence, on préconise aussi de faire de l'AdWords, on préconise aussi de faire du retargeting, parce que si ça peut vous amener du ROI plus rapidement et aider votre inbound marketing, il ne faut pas s'en priver. Et puis l'inbound, c'est un sujet communautaire. Appuyez-vous sur la communauté comme vous le faites très bien aujourd'hui. Utilisez les cas clients, rencontrez des professionnels qui ont pu le mettre en place ou des comme moi qui n'ont pas réussi à le faire. Peut-être que ça pourra vous aider.
Et puis surtout rassurer en interne sur la publication du contenu expert, parce que si vous ne le faites pas, les autres ils le feront avant vous. Donc soyez les premiers et n'ayez pas peur, il y aura de la place pour tout le monde. Valorisez votre expertise avant que les autres ne le fassent à votre place. Je vais laisser la parole à Fanz qui va nous présenter son expérience. Merci les filles pour vos retours d'expérience. Alors moi j'ai eu plus de chance, puisqu'en fait j'ai bénéficié du terreau fertile. Alors c'est quoi le terreau fertile ? Je reviens quelques années avant aussi, il y a une dizaine d'années. Je travaillais en tant que journaliste. D'ailleurs, j'ai une collègue qui est ici, qui pourra témoigner. Donc moi, ça me fait un petit peu rire quand on dit que l'inbound marketing a tout créé, parce que le l'inbound marketing reprend quand même des codes du journalisme et qui existent depuis très longtemps. Donc à l'époque, on était 4 chefs de rubrique. Moi, j'étais chef de la rubrique qualité. Et mon persona, comme on appelle dans l'inbound marketing, c'était le responsable qualité. Donc c'est le responsable qualité en entreprise agroalimentaire. Je savais quels étaient ses challenges, ses attentes. Il avait besoin d'informations sur la réglementation, se former, quels sont les risques. Et donc, on leur écrivait. On écrivait du contenu nouveau qu'on allait chercher dans des dossiers, des interviews, des reportages. Il n'y avait aucune volonté mercantile, puisqu'on vendait de l'information. Et pour s'organiser, on avait un calendrier éditorial. Donc, on se posait une fois à l'année en se disant quels gros événements vont arriver dans l'année, quels gros événements importants vont se préparer pour préparer un calendrier mois par mois. Donc à telle période, on fait un dossier et on présentait donc au rédacteur en chef notre calendrier éditorial. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Ensuite, je suis allée vers le marketing et je me suis spécialisée en marketing digital. Donc directement, l'inbound marketing a fait écho en moi. Je vais vous présenter le terreau fertile pour implanter l'inbound marketing pour que la fleur s'épanouisse. Donc, comme je vous dis, moi j'ai eu de la chance, donc, puisque tout a été fait avant moi. En fait, je suis arrivée comme une fleur, tout était prêt. Donc, en fait, c'était la direction marketing qui avait fait le choix, qui est présente également, de mettre en place l'inbound marketing. Donc, comme dit Cindy, lorsqu'un membre du CODIR prend en main le sujet, c'est beaucoup plus facile puisque tout le CODIR est onboardé, le top management est au courant. S'il y a des modifications internes à faire au niveau du process, au niveau de l'outillage, au niveau même créer des postes, c'est beaucoup plus simple. Je n'avais pas besoin de faire du lobbying en interne. On le voit aussi chez nos clients, ça peut arriver que ce soit le service commercial ou même le service communication qui veut implémenter l'inbound marketing en entreprise. Et là, il faut aussi se rapprocher du marketing parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir le marketing et le commerce, ce qu'on appelle le smarketing, l'alignement sales marketing, mais vraiment d'impliquer des membres du CODIR. Donc, l'entreprise a fait le choix d'être accompagnée par une agence, donc c'est un choix qu'on peut faire ou non. L'avantage, c'est que ça va plus vite, puisque l'entreprise a l'expertise, elle sait quelles étapes il faut suivre pour ne pas se tromper. Elle peut aider pour la création des personas, ça prend beaucoup de temps. On sait qu'en entreprise, on n'a pas le temps. Il faut aller interviewer une quinzaine, une vingtaine de personnes. On a déjà beaucoup à faire dans un service, donc être accompagné par des experts, c'est beaucoup plus simple. Donc mettre en place la stratégie, les personas, la stratégie éditoriale et ensuite le choix d'un outil pour aller plus vite, un outil de marketing automation. Donc comme on dit, l'outil est au service de la stratégie et non pas l'inverse. Donc il est important de rédiger un cahier des charges, ce qu'a fait l'agence du coup avec l'entreprise. Il y a pléthore de solutions sur le marché, mais il faut vraiment trouver l'outil qui vous correspond. Donc quand je suis arrivée dans l'entreprise, la philosophie était déjà très infusée puisqu'on était objectivé sur le nombre de SQL, donc les Sales Qualified Leads, des prospects chauds à donner au commerce. On n'avait pas un objectif de création de leads, de contacts. On devait vraiment chaque mois donner un certain nombre de prospects vraiment matures pour le commerce. Donc voilà. Donc moi, du coup, j'ai continué à mettre en place ce qui était déjà là. Donc on avait une équipe qui avait déjà été créée et qui était bien structurée. Donc j'étais chargée d'inbound marketing. Il y avait un content manager qui s'occupait de la création de contenu. Car comme vous le savez, en inbound marketing, le contenu est vraiment le carburant de cette stratégie. Donc il y avait une stratégie d'internationalisation de la création du contenu. Il y avait aussi une inside sales. Donc c'est une personne qui récupère les leads, qui va voir s'ils sont assez chauds pour les passer au commerce, ou sinon on peut les garder de côté et puis les nurturer pour les faire maturer dans le process. On a tous été formés à la création de contenu et à la création de vidéos.
Et donc, si je vous parlais de mon histoire de journalisme avant, c'est que quand on m'a dit il faut créer beaucoup de contenu, je me suis dit on ne réinvente pas la roue, on va faire un petit comité éditorial au sein de l'entreprise, donc avec un responsable par service, pour sortir aussi du marketing et du commerce. Ça, c'était très bien implanté dans l'entreprise, mais aller chercher aussi d'autres expertises. Par exemple, on n'avait pas identifié que le support client, ça paraît évident comme ça, mais sur le coup, ça ne l'était pas. Le support client est au contact des clients, ils ont des insights et ils savent aussi ce dont ils ont besoin. Donc c'était une expertise qu'il fallait prendre. Et ils étaient très contents aussi de co-construire les contenus pour prendre la parole et valoriser leur expertise, même au sein de l'entreprise et au-delà. Donc il y avait aussi des réunions marketing chaque mois avec le commerce, le marketing, pour analyser ce qu'on avait en SQL d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif, pour voir si derrière, il y avait des choses à modifier, des workflows à modifier, est-ce qu'on devait créer d'autres contenus, les informer sur les contenus qui étaient sortis pour qu'ils puissent aussi les diffuser via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Ça leur permettait également de prendre la parole et de faire du social selling. Et donc, grâce à l'agence, on a pu aussi avoir une vision funnel. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin que le SQL, mais de savoir quel business nous apporte chacun des leads. Donc, ça permet aussi au niveau de l'entreprise de savoir quelle est, nous, notre part d'apport de business dans le business global et d'aller vraiment loin dans la conversion et dans les KPI. Moi, je suis quand même hyper jalouse parce que tu as eu beaucoup plus de chance que moi. Ça a l'air tout beau, tout rose, ton histoire, Fand, mais j'imagine qu'il y a sûrement eu des obstacles. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a eu des obstacles. Ou en tout cas, est-ce que tu as identifié des risques dans la mise en œuvre de cette méthode dans l'entreprise où tu étais ? Oui, il y en a, parce que du coup, pour la mise en place de l'inbound marketing, c'est porté par des personnes. On parle beaucoup de transformation digitale à IMF, il y a beaucoup de confs sur le sujet, mais il y a de l'humain, il peut y avoir des outils, une stratégie, mais derrière il y a de l'humain. Donc comme dans toutes entreprises, il y a des mouvements de personnel, des cycles. Donc quand l'équipe change, pour ne pas perdre du temps, le fait d'avoir une agence référente nous a permis d'avoir tout l'historique de ce qui s'est passé avant même que moi je n'arrive, de tout ce qui va se passer quand je ne serai plus là et les autres personnes vont changer, pour pouvoir avoir un soutien technique et un lien durant toutes ces années sur la mise en place de l'inbound marketing. Donc si j'ai 4 conseils à vous donner, c'est d'accompagner le changement. Donc c'est vraiment un changement de culture. Quand on arrive, comme on le dit, avec l'inbound marketing, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Encore une nouvelle méthodologie qu'on nous a pondue des États-Unis. Il faut expliquer ce que c'est. Il y a des choses qui peuvent être déjà faites dans les entreprises. Il faut les identifier. Il faut juste accompagner ce changement. Il peut y avoir des modifications structurelles au niveau de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'avoir le codir dans la poche, c'est quand même pratique. Il faut avoir le même vocabulaire entre tous les membres de l'entreprise. Alors en marketing, on a tendance à parler en ing, en anglicisme, en acronisme. Donc il faut vraiment faire de la pédagogie, essayer d'avoir un vocabulaire assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis il est important quand même d'avoir des outils parce qu'on ne peut pas tout faire à la main. Donc maintenant, il y a beaucoup d'applications, de solutions qui existent. Et voilà, faites votre petit marché pour avoir ce dont vous avez besoin et mettre en place l'inbound marketing dans vos entreprises. Du coup, vous l'avez vu, on est sur 3 parcours différents et pourtant très liés à l'inbound marketing. C'est aussi 3 parcours qui s'inscrivent dans une progression. C'est-à-dire que si on veut être un peu schématique, moi j'ai commencé et du coup on est plutôt sur les premiers fondamentaux et ce qui permet de démarrer. Cindy était sur quelque chose qui était en place et comment est-ce qu'on peut éviter certains pièges. Et puis Fand sur des éléments qui permettent d'aller encore plus loin. Si on a 3 éléments clés qu'on peut vous livrer pour récapituler un petit peu, c'est effectivement quand on se lance, d'avoir les fondamentaux donc avec le site qui est optimisé parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une génération de trafic vers un site qui permet de convertir aussi, d'avoir des personas et un calendrier éditorial posé. On sait à qui on s'adresse, ce qu'on va dire et quand. On a de quoi convertir, c'est-à-dire que si vous faites venir des gens sur votre site et qu'une fois qu'ils sont là, ils repartent comme ça ne sert à rien. C'est très joli sur le papier, mais ça ne convertit pas. Donc ce sont des éléments à plus forte valeur ajoutée qu'on peut obtenir en complétant un formulaire.
Et puis d'automatiser, parce qu'on a la chance effectivement, et ça n'enlève rien du tout bien évidemment à l'action humaine, c'est un complément, mais de pouvoir s'appuyer sur des outils d'automatisation qui vont permettre de gagner du temps. Alors si vous voyez que ça bloque un peu et que potentiellement votre parcours du combattant va être long et fatigant, utilisez la pédagogie au maximum auprès des acteurs clés. Voilà, on l'a dit, hein, toutes les trois, ne passez pas pour des experts, n'essayez pas d'expliquer quelque chose qui est simple, qui est logique, qui se base sur voilà, des choses qu'on fait au quotidien. Donc essayez vraiment de vulgariser au maximum pour que vous soyez entendu par la plus grande masse dans l'entreprise et que du coup vous ayez le plus de personnes dans votre équipe. Essayez de désiloter les ventes et marketing si vous en avez et le pouvoir et la force et le courage. Dans certaines entreprises comme celle dont moi je vous ai parlé, il y avait une grande ancienneté dans ces équipes-là qui faisait qu'il y avait des processus humains qui étaient impossibles à modifier. Donc à partir de ce moment-là, quand on est tout seul et qu'on se bat un peu contre des moulins à vent, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous voyez qu'il y a des brèches, si vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent être dans votre équipe, dans le marketing et dans les ventes, faites des micro-actions avec ces gens-là et prouvez aux autres que ça peut fonctionner. Et puis utiliser les ressources web et cas clients, hein, on n'est jamais mieux servi que par le web. Utilisez les forums, les communautés, participez aux événements, regardez des webinars, vous serez toujours plus riche pour aller au front. Et si vous êtes sur une belle lancée, si comme moi vous avez eu de la chance, donc il faut documenter puisque c'est vraiment très important. Ça prend du temps, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. On peut le faire sur des petites parties, mais il faut vraiment documenter le maximum pour ne pas perdre de l'information, pas perdre de temps, parce qu'après, le temps c'est de l'argent, on peut perdre des positions SEO, ça peut avoir des impacts, donc documentez. Formez-vous, venez à Inbound Marketing France tous les ans. On renouvelle toutes les conférences, il y a des thématiques nouvelles à chaque fois. Il y a plein d'autres événements aussi pour se former. Faites de la veille et puis faites vos petites fiches, ramenez vos notes à l'entreprise, partagez-les. Et puis, nous, en tout cas, l'accompagnement agence a été vraiment bénéfique pour nous. Ça peut aussi aider à désiloter les services. On le voit au niveau de certains clients, le fait d'avoir une personne extérieure qui a un regard neutre permet de mettre en avant des évidences dans l'entreprise. Mais voilà, ça peut vraiment aider les entreprises. Ça peut aider aussi à aller plus loin sur l'utilisation de certains outils, avoir des stratégies complémentaires, comme par exemple mettre en place l'ABM avec l'inbound marketing. Donc, on peut peut-être préciser ce que c'est l'ABM, justement, parce que même si c'est le cœur d'une autre conférence aujourd'hui, on peut peut-être le préciser. L'ABM, c'est effectivement une façon d'aller chercher des comptes ciblés, c'est-à-dire qu'en inbound marketing, on va proposer du contenu et faire venir à soi des personnes qui sont potentiellement intéressées et en recherche d'informations, mais on n'a pas forcément ciblé ces personnes-là au départ. À l'inverse, en account-based marketing, on veut aller chercher des comptes bien précis, des personnes bien précises à qui on va proposer un contenu à forte valeur ajoutée également, mais on sait parfaitement qui est-ce qu'on va chercher. Donc c'est une version complémentaire en tout cas. Nous, on voit au sein de l'agence qu'on a des personnes qui aujourd'hui maîtrisent parfaitement l'inbound marketing et qui vont aller en complément chercher maintenant des comptes beaucoup plus ciblés en account-based marketing, donc en ABM. Voilà, donc vous avez 3 parcours un peu différents, à des étapes et des moments de vie professionnelle et de progression de l'inbound marketing un peu différentes, qui vous permettent aussi de voir les pièges qu'on peut éviter, les conseils qu'on peut donner par rapport à ces expériences-là. On est disponible si vous avez des questions ou des retours d'expérience sur votre propre implémentation de l'inbound marketing ou sur des choses que vous souhaitez mettre en place et sur lesquelles vous avez peut-être des questions. Les filles, on a été limpides. Ou on leur a fait très peur. Peut-être. Non, c'est parce qu'en fait, ils ont vu que Fand avait eu de la chance, ils se disent « waouh, trop fort ». Bon, en tout cas, on espère que ça vous a apporté des éclairages sur la capacité et les possibilités de mise en place et de déploiement de ce type de stratégie digitale. On vous souhaite une bonne suite de journée, que vous ayez plein d'informations encore à recueillir au sein des conférences suivantes. Merci à vous. À bientôt. Merci.